Bonsoir à tous, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver ici sur le podcast de Diapason et j'ai le plaisir d'accueillir James Ranelson. Bonjour James, est-ce que tu peux te présenter à Bonjour. nos auditeurs? Je m'appelle donc James Fanefson, j'ai 66 ans, je suis marié à Jeanne et nous avons deux filles de 37 ans et 33 ans. Je suis officiellement à la retraite depuis fin 2018. J'ai quitté Madagascar en 1978 après l'obtention d'une licence de mathématiques de l'université d'Antananarive. En France, pendant 5 ans, j'ai obtenu une maîtrise et un DEA de mathématiques, un DEA d'économie financière et le diplôme du doctorat HEC Paris en finance. Beaucoup plus tard, pendant ma vie professionnelle, j'ai obtenu un master en gestion de l'environnement de l'université de Bath en Angleterre. J'ai travaillé 25 ans sur les marchés financiers internationaux, 11 ans à Paris, particulièrement comme gestionnaire de portefeuille pour des grands investisseurs institutionnels français, puis 14 ans comme directeur de trésorerie et de salle des marchés pour trois institutions financières internationales, supranationales, la BAD, Banque africaine de développement à Abidjan, la BEI, Banque européenne d'investissement à Luxembourg, et la Banque interaméricaine de développement à Washington, D.C. J'ai terminé ma carrière avec 10 ans à la BEI comme responsable successivement des activités en finance carbone, d'investissement sur des infrastructures pour énergie renouvelable et surtout initiateur et développeur de financement de la protection des ressources naturelles et des chaînes de valeur qui vont avec. Depuis ma retraite, je suis administrateur de la FAPBM, Fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar. Je suis aussi conseiller financier pour des entreprises malgaches à la recherche de financement étranger et je suis administrateur ou conseiller de fonds de capital risque investissant à Madagascar. Ma femme et moi vivons à Luxembourg, mais nous passons plusieurs mois de l'année à La Réunion et nous voyageons au moins une fois par an à Madagascar. Voilà. Bah écoute, on va approfondir un petit peu tout ça et effectivement, moi, on avait échangé évidemment un petit peu avant ce podcast et je trouvais vraiment ton parcours intéressant à plusieurs égards. Et quelque part, j'ai envie de revenir au début, tu vois. Là, tu nous as dressé les grandes lignes et j'ai envie de revenir au début sur qu'est-ce qui a provoqué ce départ, de ce départ de la terre d'origine vers une et plusieurs terres d'accueil, d'ailleurs, puisque tu as eu la chance de pouvoir évoluer dans différents pays, toujours dans ce secteur bancaire, sur le capital risque et les investissements. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur qu'est-ce qui a fait que, pourquoi tu es parti, qu'est-ce qui a provoqué ce changement, ce départ de Madagascar à un moment donné? Oui, mes parents qui n'avaient pas le bac se sont sacrifiés financièrement pour m'envoyer faire un doctorat de maths en France afin de revenir à Mada comme professeur à l'université, Oui. sachant qu'avant de partir, j'avais enseigné au lycée d'Andoile, ex-Galigny, en même temps que je finissais mes études de licence. Mes 5 années d'études à Paris m'ont appris à vivre très modestement avec le peu relatif envoyé par mes parents, puis à m'insérer dans un monde nouveau pour moi et à me cultiver en dévorant journaux, magazines et livres. Puis petit à petit, je me suis fait à l'idée que je voulais construire ma vie hors de Madagascar, car il y avait tant de choses à découvrir dans ce grand monde. Jeanne, ma future femme, connue à Tana pendant nos études de licence de maths, et arrivée en France dans les mêmes conditions que moi, pensait de même, en songeant aussi à nos futurs enfants. Nous avions fait tous les deux nos carrières à l'étranger, essentiellement dans le monde financier, dans des institutions prestigieuses, carrières entrecoupées ou complétées par des activités d'enseignement dans des grandes écoles françaises. Je fais rarement dans la spontanéité.
hein, pour beaucoup de choses. Avant de décider, j'analyse toujours beaucoup d'informations et puis j'utilise mes intuitions pour les compléter. Aussi, la décision de ne pas revenir à Madagascar fut mûrement réfléchie. Pas question de n'être qu'un étranger noyé dans la masse. Ce sera un destin de réussite sociale ou rien. Mais je sentais que j'y arriverais avec la force de ma tête et la communion avec ma femme. Oui. J'ai eu en fait deux événements qui ont changé ma vie en 24 heures. Le premier en 1983, quand j'ai répondu à une offre de poste d'ingénieur financier exigeant tout ce que j'avais acquis en maths, économie et finance Mhm. pour une boîte renommée de privé d'agents de change à Paris. Le deuxième en 1994, en pleine nuit, assez incroyable, quand le président de la Banque africaine de développement m'appelle chez moi pour venir immédiatement à Abidjan pour des entretiens afin de devenir le directeur de la trésorerie de la BAD, me faisant entrer de plein pied après ça dans une carrière internationale et mieux supranationale. Voilà. Oui. Et alors, comment s'est déroulée ton insertion? Raconte-nous un peu ton parcours, justement pour gravir les échelons, franchir différentes étapes, ces opportunités que tu as eues à travailler en Afrique, aux États-Unis, et puis ensuite au Luxembourg, avec ce bagage culturel malgache qui peut avoir ses avantages, ses inconvénients. Dis-nous en plus de comment ces insertions se sont passées. Tout à fait. Tout d'abord, hein, il faut dire que je me suis mise en question quand j'avais décidé de rester. Hein. Mes forces, mes faiblesses, mon identité malgache, comme tu dis, Oui. ma foi en Dieu, ma vision de la famille, mes choix relationnels en société. Ainsi, le livre La sagesse des modernes de deux philosophes français, l'athée André Comte-Sponville et l'agnostique Luc Ferry, qui fut un Thierry? ministre de l'Éducation, oui, fut pour moi un livre de synthèse et fondateur. Ce livre m'a aidé d'abord à ressentir que j'avais du sacré en moi et que chaque homme l'a aussi, donc que je ne pouvais être de ceux qui crucifient d'autres hommes. Ce livre m'a ensuite éclairci sur les interactions entre la morale, l'éthique et l'amour avec un grand A. Et j'ai alors fait le lien avec ma solide foi chrétienne calviniste. Enfin, ce livre m'a apaisé sur ma quête du sens de la vie et la liberté de choisir le mien. Il était difficile, hein, mais excitant de se frayer un chemin entre le matérialisme que je ressentais chez la majorité des Français que je croisais, le matérialisme sous-jacent au marché financier où je travaillais, Mhm. l'humanisme emporté dans mes bagages de Madagascar, l'humanisme inhérent à la culture chrétienne que j'ai reçue, D'accord. la découverte de la liberté de pensée et d'expression, la puissance de la liberté d'entreprendre lorsqu'on a quitté un pays appauvri par l'économie dirigée, Hmm. la découverte de la démocratie électorale ouvrant aux alternances politiques alors que Madagascar était figé dans un culte de la personnalité, Ouais. et puis, plus tard, la conscience de la limite des pratiques occidentales de la démocratie et la révolte intérieure face aux dires des extrémistes de droite d'abord, car je me suis toujours qu'une personne de couleur, hein, Oui. puis de gauche, puis des islamistes, et maintenant ce qu'on appelle les wokistes qui révisent l'histoire. Hmm. Par ailleurs, la diversification de mes études au-delà des mathématiques avec l'économie et la finance m'a ouvert l'appétit de revisiter mes connaissances en histoire et philosophie, puis d'apprendre sur la politique en lisant des livres comme La démocratie en Amérique de Tocqueville Ouais. et les biographies d'hommes d'État qui ont marqué l'histoire. Alors, dans mon travail, j'avais rapidement pris conscience de mes forces et je ne cessais de travailler pour rester au sommet, d'où rapidement des postes de responsabilité managériale. Cependant, je dois avouer que ma culture malgache essayait d'éviter les conflits et que D'accord. j'insistais plus sur le par l'exemple. Mais D'accord. ça ne devait pas toujours se passer comme ça. Hein. Il fallait d'abord utiliser son intelligence émotionnelle, être naturellement empathique, puis gérer les situations sur la base d'un mélange de confrontation et compromis d'un côté et du donnant-donnant de protection et d'ordre hein, de l'autre. Nommé relativement jeune à certaines de ses responsabilités, j'ai inspiré des jeunes professionnels qui sont aujourd'hui dans leur cinquantaine ou même à la retraite, dont beaucoup ont eu des carrières
phénoménal hein, en France et dans les institutions supranationales, ce dont je suis particulièrement fier. Oui, Et j'imagine. d'ailleurs, on s'écrit encore longtemps. J'ai dû travailler avec une centaine de nationalités, dont une soixantaine que j'ai dirigées dans mes équipes. Chaque nationalité avait ses spécificités culturelles qui m'ont enrichi, même s'il m'arrive toujours d'avoir des a priori ici et là. Mais vivre à Paris pendant 16 ans fut le plus challenging, car les Français, surtout qui ont fait de bonnes études, sont ce qu'ils sont, un peu condescendants. Mais j'avais beaucoup d'orgueil et plus de caractère que je ne soupçonnais. Aujourd'hui, ce fond de Parisien me reste dans mes bons goûts et mon benchmarking, soyons modestes. Mon mauvais caractère en hélas, et des trucs banals comme la façon de conduire une voiture. Hein, c'est pas sérieux, mais c'est comme Ah, ça. Oui. Vivre en Côte d'Ivoire et travailler pour la BAD fut un petit retour à l'ambiance de Mada. Facile pour s'intégrer, mais d'accord. on y apprend aussi ce qui reste du colonialisme et la confusion culturelle dans la tête des Africains. Hmm, Vivre à Washington DC, c'est vivre dans les USA ouverts au monde, tout comme les grandes villes de l'Ouest et de l'Est que j'ai eu la chance de visiter. oui. Euh, un monde bien organisé, où il faut avoir les moyens matériels pour vraiment apprécier. Hmm. Mais traverser les États-Unis en voiture est en fait la meilleure façon d'appréhender ce pays fascinant. Le contraste fait du meilleur comme du pire. Enfin, le Luxembourg, où je vis depuis 25 ans, c'est le pays tranquille au cœur de l'Union européenne, celui du vivre ensemble, où jusqu'à maintenant on peut côtoyer avec bonheur une centaine de nationalités. Néanmoins, il faut tout relativiser hein, par rapport à la petite taille du pays, qui en final est plutôt un laboratoire et une tour d'ivoire. Voilà. Merci James pour ça. C'est intéressant toutes ces expériences et en plus dans des finalement dans des milieux, des contextes et des pays très différents, voire opposés. Enfin là entre l'univers américain, anglo-saxon, très pragmatique, capable du meilleur comme du pire, comme tu dis, et puis cet îlot très protégé luxembourgeois. Effectivement, tu es passé par des univers complètement différents. Et alors, ayant parcouru et travaillé dans tous ces pays et en partageant un peu tes expériences ici, parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles, au sein de Diapason, ton parcours semblait intéressant, c'est cette notion cette notion diasporique. Ce terme existe, et c'est-à-dire que quelle est ta vision sur ce que quelqu'un comme toi et comme d'autres Malgaches, hein, qui sont de plus en plus nombreux à avoir quitté la terre d'origine, à avoir rejoint différentes terres d'accueil, quelle est ta vision sur ce que peut apporter un membre de la diaspora pour Madagascar? Alors, il y a ta vision, et puis je pense qu'il y a aussi ce que toi, aujourd'hui, tu commences déjà aussi à apporter à Madagascar en étant à l'étranger et donc en étant membre de la diaspora. Alors, euh, mes réponses vont être assez longues Je et t'en prie. coupées, hein, mais voilà. J'en tire d'abord que l'insertion d'un individu dans une société hein, nécessite une ouverture d'esprit dont souvent la culture qu'il a reçue en détermine les frontières. Une adhésion implicite à certaines valeurs facilite l'intégration, mais une adhésion forcée finira tôt ou tard par des conflits personnels internes et ou des conflits avec les autres. La France paye aujourd'hui le prix fort par son approche intégrationniste, alors que d'autres pays comme la Grande-Bretagne, moins explicites sur cet aspect, laissent se développer des communautés en pariant sur la possibilité de vivre ensemble avec les différences. Mais cette même Grande-Bretagne ressent aujourd'hui la forte montée des extrémismes islamistes et ce que j'appelais les wokistes voulant réécrire l'histoire. À mon âge, moi, je ne me pose plus la question de mon identité. Hmm. Sur le fond, je suis resté ce malgache de Tana des années 60-70 que j'ai dépouillé de ce qui limitait ma liberté, puis j'ai assimilé tout ce que la culture française porte en elle pour promouvoir et respecter cette liberté. Depuis des décennies, je porte cet assemblage avec fierté et humilité. Enfin, je dirais qu'au gré de mes expériences de vie à travers les continents, je ne suis pas un citoyen du monde.
Et je Hmm. suis devenu un homme qui ne peut pas comprendre que les différences de culture soient jumelées à des raisons politiques ou géostratégiques pour justifier des conflits et des guerres. Enfin, quand il s'agit de gérer des relations sociales, il y a des situations où les solutions à des problèmes sont universelles, mais il y en a d'autres où l'aspect culturel est le facteur prédominant. Oui, Tout est question de savoir déchiffrer les paramètres de telle situation, et cela, c'est soit l'expérience ou une bonne jugeote qui le permet. Alors, quand tu dis quelle est ta vision sur ce que peut apporter un membre de la diaspora pour Madagascar? Pour être honnête, hein, relativement peu de choses quantitativement, mais mhm. beaucoup de choses qualitatives. Dis-toi que les envois annuels du fonds de la diaspora vers Madagascar s'élèvent autour de 500 millions de dollars contre 2 milliards de dollars pour le Sénégal par an. Oui, Peut-être pour 200 000 ou j'ai vu même 500 000 membres hein, de la diaspora malgache. Cela ferait quoi 1000, entre 1000 et 2500 euros par personne par an. Supposons que les ménages malgaches gagnent comme la moyenne des ménages français, soit 4 000 euros par mois. Ça donne très peu de marge pour mettre de côté pour des investissements individuels significatifs dans le pays, sachant que déjà on aide les familles. oui. Hein. Seuls des regroupements sous forme de fonds communs pourraient être efficaces et que des gens qui partagent les mêmes valeurs le fassent. Mais comment passer de la théorie à la réalité? Que ceux qui nous écoutent se disent qu'investissement à Madagascar ne se limite pas seulement dans des prises de participation dans des entreprises où l'on veut faire fructifier son argent sans être impliqué dans leur gestion au jour le jour. Ça crée des grosses désillusions. Ces fonds, par contre, peuvent s'impliquer plus intelligemment et plus concrètement par effet d'échelle en soutenant directement le développement de logements sociaux, des chaînes de valeur de remise en état du capital naturel comme les réforestations ou les recyclages, en créant des centrales d'achat, là j'y tiens, là où il faut évincer des intermédiaires profiteurs locaux et là où il faut casser des monopoles d'importation. Et enfin, il y a beaucoup de secteurs hein, tournés vers l'exportation où un tel effet d'échelle pourrait être efficace. Les initiateurs de ces fonds hein, devraient passer plusieurs mois sur place pour amorcer leur démarche. Le deuxième aspect, donc qualitatif, hein, cette fois, c'est des apports des membres de la diaspora, c'est le partage de leurs connaissances et de leurs expériences. Il faut créer des sortes de métiers intel sans frontières pour Madagascar et agir et former sur place à travers des missions de durée appropriées, collecter des fonds et des matériels à l'extérieur. Je pense pêle-mêle aux professions médicales de toutes spécialités, aux enseignants de tous les niveaux, aux Hmm. ingénieurs en toutes disciplines, aux architectes et bâtisseurs de logements et tant d'autres spécialistes hein, dans les secteurs techniques, financiers, artistiques, sportifs, etc. Voilà sur l'apport de la diaspora. Très intéressant, James. Et Et oui, je t'en prie. oui, non, non, parce que tu avais continué en disant quelles seraient les initiatives et fonctions, mes fonctions actuelles, hein, Oui, que je souhaite partager. Hein, c'est bien ça que effectivement. tu souhaitais. Ouais, oui, effectivement. Et en Voilà. fait, je voulais juste rebondir sur le fait que c'était intéressant et surtout, je trouve rafraîchissant d'avoir ces deux approches quantitatives et qualitatives dont tu parles, parce qu'il est vrai que on peut tous s'auto-censurer ou un peu s'auto-bloquer en se disant, bah, en fait, je peux pas faire grand-chose parce que financièrement, je n'ai pas les moyens d'eux, alors que partager sa connaissance, former, proposer, comme tu dis, une sorte de plateforme de formation à distance sur les compétences de chacun et regroupées par catégorie pourrait être une initiative qui ne requerrait pas forcément des millions de dollars. Donc, Voilà. c'est rafraîchissant Euh, d'avoir ce type d'idée. oui, j'espère que certains auditeurs euh, y penseront. Hein. C'est ce que je souhaite vraiment à travers cette interview. Alors, les initiatives et les fonctions actuelles Oui, que je souhaite vraiment partager, oui, ça parce que du coup, aussi, toi, tu le rentres dans le concret. Tu étais vraiment dans le concret maintenant de ce voilà, point de vue-là. voilà.
Alors, d'abord, il y a ce qui me guide à agir concrètement, c'est que je ne supporte pas les gens malhonnêtes avec eux-mêmes qui embobinent les autres sans action concrète et avec zéro impact. Hmm. Ensuite, parce que je ne supporte pas quand des forces attaquent aux faibles, des femmes, des enfants, des seniors, des handicapés, des pauvres, des personnes de couleur, des migrants sans repère, des prisonniers politiques se battant seulement avec leurs idées, des personnes aux orientations différentes, mais même aussi des animaux. Tous sont des victimes subissant violences physiques et morales venant d'hommes, rarement de femmes, costauds, armés, riches, dirigeants politiques ou chefs d'entreprise despotes ou racistes suprémacistes, ou simplement inconscients du prix de la vie. Quand je vois des morts par violence ou par indifférence des autres, je souffre vraiment pour eux et avec eux. Ces victimes avaient des gens qui les aimaient et aimaient d'autres êtres vivants, voulaient seulement vivre et survivre. Ouais. Ensuite, pour les jobs que j'ai choisis, moi, dans ma carrière, j'étais en quête incessante de leur utilité et de leurs impacts. En faisant le bilan aujourd'hui, je pense avoir exercé dans des activités de plusieurs milliards de dollars ou euros en finances utiles. Utiles pour le monde, mais pour beaucoup d'hommes aussi. Hmm. D'abord sur les marchés financiers et ensuite pour le financement de la protection de la nature après m'être posé au préalable la question comment protéger ce que Dieu nous a laissé de plus beau, notre environnement naturel, et comment concilier concrètement cette protection avec la science, l'argent et une société en mouvement permanent. Pour Madagascar, mes points de vue sur les actions à y conduire sont ceux d'une personne qui fait une analyse froide, une situation triste, et quitte à mettre les pieds dans le plat, bon, mon diagnostic global est différent de ce qu'on dit souvent. Une large partie de la population malgache autochtone n'a pas le travail, l'effort et la prise de risque comme valeur. Hmm. Puis elle fait porter le chapeau aux autres avec du ce n'est pas ma faute, il n'y a qu'à. Je fais remarquer que c'est typiquement la culture sociale d'une grande majorité de Français aussi. Alors, il ne faut pas me parler d'anti-France primaire, c'est risible. Hein. C'est dit, mais avec beaucoup de tristesse. Hmm. Regarde l'élevage extensif, le vol de bétail, les mêmes techniques agricoles depuis des décennies, le déficit d'industriels laissant ainsi l'initiative à des ethnies d'origine étrangère, la préférence pour des études destinées à des emplois dans le secteur des services au lieu de filières scientifiques considérées par la société, la priorisation donnée à des postes dans la fonction publique où la dépendance aux politiciens s'est renforcée avec le développement de la corruption. Ce sont des ingrédients parmi tant d'autres qui ont Hmm. facilité la prédation croissante de la richesse du pays par les soi-disant élites qui ont siphonné petit à petit les richesses du pays et continuent encore. Pour te répondre concrètement maintenant sur moi, début des années 2010, au fur et à mesure que je travaillais sur des projets financés par la BEI à travers le monde pour le climat, Hmm. l'environnement et les chaînes de valeur aussi, je faisais des parallèles avec ce qui était désirable et faisable à Madagascar. Juste avant ma retraite en 2018, j'avais ainsi des idées précises de ce que je voulais et pouvais faire à Madagascar et je crois, et j'ai eu la chance, que je les vis concrètement maintenant avec beaucoup d'excitation et d'enthousiasme. Et voilà, je vous les partage. D'abord, la FAPBM, Fondation pour les aires protégées, où Oui. j'ai la responsabilité de superviser la façon dont son capital est fructifié afin de subvenir aux besoins annuels des aires officiellement protégées, terrestres et marines. Ces aires couvrent aujourd'hui 12% des terres. Les parcs nationaux en font partie et le même pourcentage pour les zones marines où Madagascar exerce sa souveraineté. Dis-toi qu'il faut, pour une telle étendue, approximativement 60 à 80 millions de dollars par an, pour que d'abord les gestionnaires de ces aires, qui sont désignés par l'État, fassent leur gestion administrative. Puis par ailleurs, pour payer les gardes forestiers et les actions de protection prises en main par les communautés locales pour agir vite en cas de feu et de déforestation, ce qui arrive souvent, hélas, Hmm. pour protéger les espèces sensibles contre les prédateurs, pour financer les recherches sur la biodiversité, pour former les communautés locales. Il n'y a pas de ligne budgétaire de l'État pour ça.
alors que toutes ces aires sont du domaine de l'État. Ouais. En finale, 50 à 60% de ces besoins sont aujourd'hui financés directement par les agences de développement européens et américains et par la Banque mondiale. Ouais. Des donateurs privés complètent en partie le reste, mais il y a un gap énorme, on n'arrive pas à ces montants-là, hein, et ce gap énorme met en danger énormément de ces aires. Ces agences de développement ont doté la FAPBM du capital dont je parle. La D'accord. FAPBM est une fondation privée indépendante créée en 2005 par l'État malgache et deux ONG internationales de conservation, afin qu'un financement pérenne existe à côté tout le temps pour compléter les contributions directes de ces agences de développement, hein, et qui resteraient disponibles au cas où ces agences ne peuvent pas contribuer pour une raison ou pour une autre à un moment donné, supposant un coup d'État ou n'importe quoi. Okay. Donc, c'est des choses comme ça. Le capital de l'AFPBM, qui s'élève aujourd'hui à plusieurs dizaines de millions de dollars, est encore très, très loin de sécuriser cet objectif, hein, malgré une somme impressionnante pour Madagascar. Aussi, je me consacre encore avec les autres administrateurs et la direction de la FAPBM à lui chercher des financements Ouais. au-delà des contributions de ces agences de développement, donc venant d'autres pays et surtout venant du secteur privé. Ça, Ouais. c'est ma première activité. La D'accord. deuxième, ce sont les capital risques. Pendant 10 ans, j'ai investi pour le compte de la BEI avec mes équipes dans plusieurs dizaines de fonds accompagnant le développement de petites et moyennes entreprises et de projets à travers les 5 continents. Le constat, ceux qui investissent à Madagascar se comptent sur les doigts d'une main. Les raisons, un environnement pays peu rassurant, un paysage d'entreprise certes avec beaucoup de potentiel, mais peu soutenu par une volonté nationale, des entrepreneurs gestionnaires de projets certes très enthousiastes, mais pas à la hauteur des défis posés par des investisseurs exigeants. Ouais. En étant aujourd'hui administrateur ou conseiller pour les rares fonds de capital risque existants ou en cours de formation, je partage mon expérience, je sensibilise sur les pièges de l'environnement pays, je pousse les gestionnaires vers le respect des normes les plus exigeantes du marché et vers l'excellence. Il y a tellement à faire, hein, mais tout est basé sur l'établissement de confiance entre ces gestionnaires de fonds et les entrepreneurs qu'ils financent. Exactement. Question, est créer dans ce pays à l'honnêteté, la transparence, l'humilité. Enfin, ma troisième activité, c'est que je cherche moi-même directement des entrepreneurs autochtones, dont les entreprises sont déjà assez développées pour pouvoir emprunter des montants conséquents auprès d'investisseurs internationaux. D'accord. Autant dire chercher une aiguille dans une botte de foin. Hein, Mais t'en as mais trouvé quand sillon, même, je James. parle. Oui, mais si je parle des autorités publiques, hein, ne réalisent pas qu'il faut de tout pour faire un pays qui marche, alors on sera condamné à regarder éternellement les étrangers et les entrepreneurs malgaches d'origine étrangère occuper les créneaux stratégiques. Et ça me touche énormément. Ouais. Je suis plus que fier d'avoir supervisé de bout en bout l'obtention d'un emprunt de 20 millions d'euros de la BUI par SANAG, une Oui. entreprise commerciale dont les actionnaires sont exclusivement 20 000 petits paysans et petits pêcheurs qui lui fournissent des produits à conditionner et ou transformer. D'accord. Ces 20 millions d'euros, c'est pour le financement d'un grand projet agricole en maïs, riz, soja, arachide sur 10 000 hectares dans le Melk, près de Minecraft, Oui. auquel sera adjointe une usine de conditionnement, une huilerie et une provanderie. Puis, des activités de pêche faites par des petits pêcheurs en région Diana et Sava, donc dans le nord, avec collecte de leur prise et construction d'une usine de froid à Weimar pour conditionnement et envoi de produits surgelés vers l'Europe. Waouh. Pour le secteur privé de l'agribusiness à Madagascar, cela faisait 18 ans que la BEI n'avait plus prêté. Hein, et même, ça faisait 5 ans que la BEI n'avait plus prêté dans ce secteur pour toute l'Afrique subsaharienne. Ouais. Un tel montant direct est exceptionnel pour un nouveau venu dans le monde des emprunteurs pour ce secteur très risqué,
D'où ma fierté. Ah, Mais c'est... imaginons un Madagascar avec beaucoup d'entreprises comme ça Saanal Ben oui, oui, dans toutes oui. les régions. Et c'est possible. C'est Et possible. Voilà. là, je suis obligée de t'interrompre, James, parce que juste pour bien situer ça, Anal, là, le projet, il a commencé à être financé quand exactement? Et ben, c'est déjà en cours. Ça y est, c'est Le en cours. financement est déjà arrivé. Déjà, ils avaient déjà préinvesti énormément d'argent. D'accord, ok. Voilà. Et sur Et sur ce type dans l'argent qu'on avait eu, d'accompagnement, il est déjà arrivé. ouais. Et sur ce type d'accompagnement, en général, ce sont des accompagnements qui Oui. durent 5 ans, qui durent 10 ans, qui durent 15 ans. Quel est un peu le type de contrat, Ah, d'accord qui est mis en place? ils ont emprunté pour 8 ans. Ils ont D'accord, emprunté pour 8 ans. ok, ok, ok. D'accord? Oui, Ils ont emprunté pour 8 ans. Et comme dans tout projet, tu investis les 2, 3 premières années, oui, et puis tu commences à recueillir les fruits à partir de la quatrième, troisième, quatrième année, hein, par là. oui, Donc voilà. Et c'est comme ça, je dis secteur risqué parce qu'en agriculture, il suffit simplement qu'un cyclone passe, hein, pour qu'il y ait pas mal d'incertitudes dans les choses. Et puis, il se peut aussi que les prix s'écroulent sur ceci ou sur cela, mais je te garantis que le maïs, le prix ne s'écroulera jamais parce que le monde entier a besoin de maïs. Le riz, ça ne s'écroulera jamais en prix parce que Madagascar a besoin de manger du riz, hein. Et le soja, c'est pour la provendrie. Tout le monde en a besoin dans le monde. oui, Il y a un gap énorme aujourd'hui. Donc, ce sont des oui, super secteurs. oui. Voilà. En tout cas, Et la pêche bravo. aussi, hein. Oui, la pêche aussi, j'imagine. Enfin, c'est magnifique d'avoir ce type de projet et d'avoir cet accompagnement et d'avoir des profils comme les tiens qui puissent en fait aussi donner de la crédibilité à ce type de projet. Et je trouve que ça, c'est un rôle concret, vraiment de terrain que tu apportes en tant que membre de la diaspora pour Madagascar. Et quand tu parles de tous les paysans, tous les pêcheurs qui ont finalement des répercussions positives de Sahana, là, voilà, ce sont des chantiers vraiment très bénéfiques. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Euh, Et justement, là, on a parlé de ressources naturelles. Tu as évoqué tout à l'heure aussi, voilà, quelques-unes de tes idées, ta vision. Aussi, tu es aussi un ardent défenseur hein, de la participation à la société civile. Quels sont un peu Mhm. les grands chantiers prioritaires? Alors, c'est toujours compliqué cette question de priorité, mais lesquels tu as identifiés toi, selon ta vision à toi? Le pays est descendu tellement bas, hein, qu'il n'est pas trop difficile d'identifier des priorités et même la priorité des priorités. Hmm, Donc, pour l'environnement, il y oui, a aujourd'hui 3 urgences. oui, La première est de punir sans état d'âme les trafiquants d'espèces. La deuxième est de continuer la réforestation, en assurer l'efficacité, puis de compléter en répertoriant vite, à partir des données fournies par les communautés locales, toutes les ressources naturelles, surtout l'eau, à restaurer, y compris en zone urbaine, et entamer de suite les actions en créant en filigrane des emplois. J'ai été à Maintra pendant 10 ans. Ces pauvres riziculteurs, hein, n'arrivaient plus à avoir de bons rendements tout simplement parce que les irrigations étaient bouchées et que personne ne les aidait. Bon, voilà. La troisième urgence, c'est de lancer, puis de marteler comme objectif national la protection de l'environnement va de pair avec l'autosuffisance alimentaire. Alors, on le sait tous maintenant. Il faudra plusieurs décennies pour revenir vers la trajectoire d'un développement durable. La première priorité des priorités est d'assurer l'autosuffisance alimentaire. oui, Donc, la remise à niveau du secteur de l'agribusiness, oui, agriculture, élevage, pêche, industrie alimentaire. oui, Le premier maillon de la chaîne des valeurs de l'agribusiness, c'est le capital naturel qu'il faut protéger. Le grand public et certains initiés ne mettent en avant que les grandes exploitations
sous le contrôle de l'État, financées par les partenaires étrangers, mais aussi celles gérées par des capitalistes privés locaux connus. Or, les véritables gardiens de la nature sont les communautés constituées de petits producteurs, fermiers ou pêcheurs. sûr. Même si une législation connue sous le nom de GELO, je ne sais pas si tu le connais, c'est Non. gestion locale sécurisée, donne force de loi à la gestion des ressources naturelles par les communautés locales, en fait, en réalité, il n'y a pas d'incitation pour elles à perdurer dans cette protection s'il n'y a pas de création de richesses associées qui leur profitent. Oui. Pourquoi ils protégeraient quelque chose? Celle spécifique à la pêche d'ailleurs, tarde à venir. Je sais que c'est sur un bureau ministériel depuis 2 ans. D'où la nécessaire structuration par l'État ou par le privé de ces communautés pour se regrouper efficacement, par exemple en coopérative, être formés et sensibilisés sur les techniques et sur la sensibilité de l'environnement, être équipés matériellement, être disciplinés dans le respect des normes commerciales, parce que sinon ils n'arriveront pas à vendre, et être récompensés par une juste rémunération de leur productivité. Une telle structuration, c'est la force de Saanad. D'ailleurs, je reviens 2 secondes sur Saanad. C'est leur force. Ils ont structuré leurs 20 000 adhérents. Alors, pour la société civile, oui, on le sait tous, avec sur la mauvaise gouvernance et la corruption, l'autre première priorité des priorités doit être le retour de la confiance qui a totalement disparu entre toutes les parties prenantes malgaches d'un côté et entre les gouvernants malgaches et les partenaires étrangers de l'autre. Conditions nécessaires, des mesures sévères contre la corruption avec application immédiate et effective des peines et des pertes de droits civiques. Une partie de la société civile fait déjà ce qu'elle peut, mais les affairistes font tout pour bloquer leurs interventions de contrôle. Ça, tout le monde est au courant. Pour l'état de la démocratie, la dérive vers la démocrature a atteint son apogée avec les récentes élections et continuera avec les prochaines élections. Pour moi, ce qu'on ne doit plus faire, c'est jouer naïvement le jeu d'une démocratie qui n'en est plus une, et d'un état de droit qui n'en est plus un, puisqu'un groupe restreint de personnes détient tous les leviers. Et les politiciens de l'opposition sont très mauvais sur ça. Bon, mais c'est pas étonnant. Bon, bref. Deuxièmement, espérer qu'une population qui a faim se mobilise dans des manifestations tournant vite à la manipulation et à la violence. C'est désormais quasi impossible. Troisièmement, faire croire aux gens que la communauté internationale va contribuer à faire changer d'avis les gouvernants sous la pression d'un arrêt de leur soutien financier. Non, c'est une méconnaissance totale des relations internationales. Et petite chose particulière pour les membres de la diaspora, inculquer de loin ce qu'il faudrait faire, même si on a de très bonnes idées, ça, on ne peut pas le faire dans une telle situation, surtout lorsqu'on est inconnu au pays. Donc, personne ne vous écoutera de toute façon. Et donc, il faut être pragmatique et modeste sur ce qu'on peut et doit faire, tout en restant quand même très ambitieux, en se reposant sur ceux qui sont sur le terrain. Et c'est ça la société civile. Mettre sur pied une plateforme bien organisée, crédible, totalement apolitique, autour de ces organismes de la société civile, y compris ceux de la diaspora, pour peu qu'ils aient envie de le faire et de s'unir. Il le faut. Puis créer dans chaque district une structure qui organisera des forums inclusifs, recueillant les desiderata démocratiques de toutes les communautés, sans interférence des élus politiques et des représentants de l'administration. Tout le monde pense que les paysans sont au fin fond de la brousse là-bas, là, ils ne connaissent rien. Ils ont implicitement une éducation, et une éducation démocratique. Ensuite, synthétiser ces desiderata au niveau des régions, puis au niveau national. Il faut que ces organismes de la société civile se fassent accompagner, y compris financièrement et à toutes les étapes, par des grandes ONG internationales des droits de l'homme, et puis sollicitent l'appui des partenaires techniques et financiers qui en feront un exemple d'exercice
de la démocratie populaire en Afrique. Et ça, j'y crois. Voilà. Merci James, c'est très inspirant parce que voilà, tu es passé de la société civile dans son rôle et puis effectivement vers même si elle reste apolitique, l'idée c'est qu'elle ait quand même un impact sur la vie civile, c'est-à-dire la politique. Euh, Tu as participé à un ouvrage, Liberal Democracy in Peril, sujet sensible, la démocratie, de part et d'autre, hein, c'est un sujet finalement fragilisé, que ce soit dans les pays du Nord ou que ce soit dans les pays du Sud, pas toujours de la même manière. On n'a pas les mêmes challenges, on n'a pas les mêmes défis. Euh, mais voilà, ce serait intéressant d'avoir ton point de vue parce que tu y as participé et j'imagine que tu y as réfléchi beaucoup avec ces multiples casquettes que tu as, en étant malgache, mais en ayant aussi vécu dans différents pays. Est-ce que le modèle est en faillite? Comment tu vois cette belle idée progresser, notamment à Madagascar? Et peut-être que tu veux partager un petit peu ton expérience sur cet ouvrage. Oui, oui, tout à fait. Pour te répondre, donc, quelques mots sur le livre. Hein. Il a Oui, été écrit à la suite de l'épidémie de Covid-19 et la montée inéluctable aux USA du national-conservatisme populiste incarné par Donald Trump. mm, Et il commence avec des interviews de plusieurs décideurs européens et américains pour recueillir leurs opinions sur plusieurs sujets chauds de notre temps. Hein, pour ceux qui liront le livre, mes citations sont associées avec le sigle JR. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Après, les auteurs insistent d'abord sur la prospérité et l'amélioration des conditions de vie de l'humanité engendrées par les progrès scientifiques et leurs applications dans la vie de chaque homme. ouais, Progrès, selon eux, qui ont pu être diffusés à un grand nombre et ne perdurent que dans le cadre d'un système de démocratie libérale. oui, Alors, comment expliquer alors son rejet de plus en plus perceptible? Ils mettent en avant qu'après un semblant de victoire de la démocratie libérale sur le communisme au début des années 90, les pays industrialisés occidentaux ont laissé la puissance de l'argent l'emporter sur les priorités sociales de leur population. Les élites économiques ont exploité cyniquement le concept de globalisation pour déplacer ailleurs des centres de production, oui. ce qui a dégradé petit à petit les conditions de vie des classes pauvres, puis ensuite maintenant même presque les classes moyennes. Puis ces élites s'enrichissent encore davantage avec des conditions de marché financier qu'elles contrôlent de plus en plus avec les nouvelles technologies et elles font tout pour éviter le démantèlement de leur monopole. Parce qu'il Mm, y a des géants. Hein. Le démantèlement des monopoles, pourtant, c'est un symbole, un des symboles des bonnes intentions du capitalisme américain. tout à fait. Hein. Puis les auteurs déplorent l'utilisation faite des progrès technologiques tournant autour de l'Internet, avec des médias sociaux dont la plupart des hommes sont devenus addicts aujourd'hui et qui s'érigent, hein, je ne sais pas si on en est conscient tous, sans règle d'éthique, en influenceurs de nos opinions au Oui. détriment de la réflexion et des analyses factuelles, hein, ce dont profitent d'ailleurs les populistes de tous bords. Hein. Puis, last but not least, des exploitations de données personnelles sans contrôle, hein, pour des seules fins commerciales. Pour le moment, j'ai pas envie d'en entendre parler. Mais voilà. Les auteurs se lancent enfin dans des analyses complexes. Hein, c'est Oui. vraiment complexe, c'est le plus dur dans le livre, sur ce qui est pour eux au cœur du sujet rampant de la démocratie libérale. Et c'est un point au niveau de chaque individu, au niveau de chacun de nous. L'acceptation inconsciente par beaucoup d'entre nous d'assumer des comportements réductionnistes façonnés par les canaux éducatifs et d'information, comme BFM TV en France ou des enquêtes d'Élise Lucet en France. Hein, hein, pour que les problèmes soient simples à comprendre, disent-ils. Cette simplification engendre des modes de communication se résumant à des réponses binaires à des grandes questions, puis après des tendances à des effets newtoniens, hein, alors que des analyses rationnelles, sérieuses, auraient dû prendre place avant de faire un choix, avant d'émettre une opinion. Mm. À cause de ces facteurs globaux et individuels, bon, les pays se déclarant de la démocratie libérale n'ont plus aujourd'hui les moyens de la propager. Hein. Au contraire, ils sont sur la défensive.
face à des régimes non démocratiques, avec la Chine qui veut devenir la première puissance mondiale sans état d'âme, la Russie qui veut retrouver sa zone d'influence géostratégique au prix du recours à la course aux armements, voire l'Ukraine, et les pays pétroliers et gaziers du Moyen-Orient qui ont les moyens financiers de faire bouger les frontières économiques. Il suffit de connaître qui sont dans le capital très grosses entreprises américaines aujourd'hui. Mm. Les auteurs insistent sur l'importance stratégique de l'éducation et de la sensibilisation civique Oui. partout, pour tout le monde en continu. Pourtant, même s'ils pensent, côté optimiste, qu'une culture conséquente faite de débats animés avec ce qu'ils appellent des tensions créatives peut faire revenir le respect et le dialogue si les hommes en font l'effort, leurs conclusions sont pessimistes comme les miens. Les pays industrialisés de la démocratie libérale vont-ils répondre à tous ces défis en Ouais. lançant des gros investissements économiques coûteux et de réarmement substantiel, pouvant ébranler encore plus la cohésion sociale dans leur pays? Ouais. Mm. Ou bien la démocratie libérale va céder dans un avenir proche grâce au choix des urnes, puisque c'est ainsi, il y aura toujours des élections en faveur d'approches populistes, où le principe de souveraineté nationale prendra le pas sur les coopérations internationales, où les décisions prises auparavant par des technocrates le seront dorénavant par des idéologues, et de façon générale, où la simplification remplacera la réflexion. Néanmoins, j'ai trouvé un signe assez positif. Je ne sais pas si tu connais Madame Meloni, première ministre de l'Italie. Elle vient de l'extrême droite, même du parti fasciste. Mm. Mais j'ai remarqué que lorsqu'elle est arrivée au pouvoir, elle a une attitude qui est même quelquefois meilleure que ceux de Macron. Donc, Il y a des c'est choses, à voir, il y a c'est à des suivre. choses, il y a Je des sais choses pas. effectivement surprenantes. Oui. De par son Voilà. appartenance Alors, au parti. Ouais. oui, tout à fait, tout à fait. Alors, c'est pour ça que, bon, je suis pessimiste, mais je ne perds pas de cette espèce d'optimisme, en fait, sur le front de l'homme. Mm. Hein. Avec les états d'esprit qui prévalent aujourd'hui dans un monde complexe, simplifié à souhait par ces populistes de droite et de gauche, mais aussi par les autres extrémistes comme les islamistes, il est à craindre l'occurrence d'une multitude de guerres civiles, puis l'extension du nombre de conflits régionaux et l'éruption de conflits généralisés. Alors, pour terminer sur ce sujet Afrique-Madagascar, on distingue trois régimes politiques en Afrique subsaharienne, démocratique libérale, oligarchie civile ou junte militaire en forte hausse, et enfin des démocratures comme à Madagascar où les dirigeants s'imposent dans l'espace et dans le temps avec des simulacres de méthodes démocratiques. Si on choisit de nouveau une vision pessimiste de cette partie du monde, même s'il y a des pays exemples vraiment encourageants et la Côte d'Ivoire que je connais est sur ce chemin, Oui. on pourrait conclure que quel que soit l'origine politique de ces tendances-là, aucun n'a pu et ne pourra, fait le pari, réduire de façon significative et pérenne la pauvreté, n'a pu et ne pourra construire des infrastructures de base à la hauteur des besoins et des urgences de la population. Et rétrospectivement, en faisant le pari, aucun ne fera au mieux qu'améliorer poussivement la croissance économique et le bien-être des populations, et au pire, qu'en arriver au niveau malheureux de Madagascar. Donnons-nous rendez-vous dans 5 ou 10 ans. Mm. L'Afrique subsaharienne a du mal en fait à puiser dans ses singularités culturelles et historiques qui lui permettraient de bâtir des modèles de gouvernance et économique acceptables pour une large partie de la population. En réalité, le peuple n'a pas son mot à dire en Afrique car d'autres, je mets entre guillemets, parlent à sa place et lui imposent des visions auxquelles il adhère sans avoir l'éducation et le recul nécessaires pour en distinguer la portée pour lui-même et pour son entourage, pour son pays. Alors, qui sont ces autres? Ils sont puissants, comme les sbires de certaines puissances étrangères, mais aussi et surtout, ce sont les élites nationales, pratiquement tous formés à l'étranger ou influencés par celui-ci. Sans langue de bois, allez, la majorité de ces élites sont plus portées par l'orgueil de l'exercice du pouvoir et les bénéfices qui vont avec, Mm. que par la recherche du gouvernement. Tout est manipulation, malheureusement.
Au final, je ne pense pas qu'il faille réinventer la roue d'une démocratie africaine ou malgache. Il faudrait seulement revenir au bon sens individuel et collectif et admettre que les problèmes et suggestions évoqués dans le livre sont universels. Mm. Un forum a eu lieu à Abidjan sur toute cette problématique il n'y a pas longtemps. Les conclusions, c'était tout simplement, en particulier, il faut raffermir la culture du droit et des responsabilités civiques, définir et maîtriser la place des nouvelles technologies dans la société, systématiser l'apprentissage, la mobilisation et la maintenance de la démocratie au sein des programmes d'éducation, Mhm. accorder la place qui leur revient aux femmes et assurer l'égalité des chances pour tous, et enfin, comme moyen d'action, donner la place de catalyseur du mouvement de nouveau à la société civile. On y revient. Voilà. On y revient. Okay. Merci James. Enfin voilà, j'ai trouvé ça, j'ai lu le livre effectivement, et d'ailleurs j'ai trouvé qu'ils avaient eu cette approche quelque part très pragmatique, un peu anglo-saxonne, même si ce ne sont pas tous des Anglais, mais un peu anglo-saxonne de dire ok what went well and what went wrong Mhm. par rapport à la démocratie. Et c'est vrai que le fait d'avoir fait intervenir différents profils, c'était aussi très, très intéressant. Donc, on pourra D'ailleurs, mettre cet ouvrage à disposition. d'ailleurs, je vais t'interrompre, le néerlandais qui a écrit le livre Oui. a créé une compagnie qui est l'un des plus gros dans les trucs, dans les ordinateurs. Ça Ah, s'appelle la ASML. d'accord. Ah, oui, Euh, oui. oui, oui, mais je ne sais pas si tu sais que l'extrême droite est aux portes du pouvoir Si, aux en Hollande. Oui. Pays-Bas, Ah, hein, oui, oui, aux Pays-Bas, tout à fait. Si, si. Hollande. ASML a dit si le Premier ministre et le gars, là, ce blondinet, là, d'ailleurs, il vient d'abandonner, là, il n'a trouvé personne pour diriger le pays avec lui. S'il est au pouvoir, nous allons quitter les Pays-Bas, pour te dire. Ouais. Hein. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Mhm. Ouais, non, c'est vrai qu'ils sont ils sont dans une certaine tension. Euh, Mhm. alors, là, on a parlé de ce livre auquel tu as contribué. Il y a une des questions rituelles au sein de Diapason que nous posons à tous nos invités. C'est est-ce qu'il y aurait justement un ouvrage, un livre, un film qui t'aurait vraiment marqué, qui vraiment aurait été un pivot en fait dans ton itinéraire. Bon, tu as cité celui de André Comte-Sponville et de Luc Ferry tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est celui-là, mais est-ce qu'il y en aurait un en particulier que tu souhaiterais nous partager? Alors, j'espère que je ne serai pas trop long, mais en fait, j'en ai trois. Je ne lis plus beaucoup de livres, car comme le monde va trop vite aujourd'hui, Oui, j'essaie plutôt de ne pas en rater une, comme on dit dans les actualités. Je ouais, suis donc abonné à trois quotidiens français, un quotidien britannique, un autre américain que je dévore le soir avec mon iPad et des magazines hebdomadaires ou mensuels francophones, anglais, américains, que ouais, je lis le week-end. En fait, ans, j'achète les livres Ramsès écrits par l'IFRI, Institut français des relations internationales, oui, pour prendre du recul et me projeter sur l'état du monde. Alors, comme je suis réfractaire à ce que j'appelle l'analyse coloniale de l'histoire de Madagascar, j'essaie de découvrir avec un de mes frères les ouvrages qui argumentent contre l'interprétation à la française du royaume Merne, qui n'a pas achevé l'unification de Madagascar et pour lequel beaucoup de livres historiens spécialistes de Madagascar, comme dans les éditions Cartala, je ne sais pas si tu connais, bien sûr, justifie en quelque sorte la gestion à base d'ethnie appliquée par l'administration coloniale. Et tout à ça, je fait. n'ai pas beaucoup aimé ces livres, si je les ai chez moi. Je recommande, si vous pouvez le trouver, le livre Les Malgaches et l'abolition de la traite européenne des esclaves de 1810 à 1817. C'est à peu près l'époque napoléonienne, ça. D'accord. Du général à la retraite et historien Ranaï Vratsval, qui donne une perspective différente, basée sur la reconnaissance diplomatique du royaume de Madagascar, obtenue du temps de Radam Ier, de cette période-là. Reconnaissance ignorée par les Français,
et qui aurait dû justifier que deux États souverains étaient bien face à face lorsque les Français ont envahi Madagascar, et ainsi impliquer une autre façon pour l'administration coloniale de gérer le Madagascar vaincu. Hein. Ça, c'est d'abord une Intéressant. chose. Intéressant. Sur le Madagascar d'aujourd'hui, oui, sur le Madagascar d'aujourd'hui, j'ai lu et recommande deux livres. Un livre, thèse en économie, qui s'appelle Concept Weberien de Max Weber, Oui, éthique protestante capitaliste et contexte de pauvreté du oui, cas malgache, oui, de l'économiste et historien Hein Razafjärdsson, oui. paru chez l'Harmattan en 2017, sur l'échec du calvinisme à la malgache à s'adapter au capitalisme. Pourtant, le calvinisme et capitalisme ailleurs, on A les bien associe fonctionné souvent, en ensemble. particulier aux États-Unis. Un facteur qui un facteur, hein, cet échec qui expliquerait en partie les problèmes économiques de Madagascar. Puis, The Sloth Lemur's Song, Yeah. Madagascar from the Deep Past to the Uncertain Present, de l'anthropologue britannique Alison Richard, paru en 2022 chez William Collins, qui Ok. met l'accent sur les idées fausses véhiculées par l'ère coloniale, encore une autre, hein, sur la morphologie initiale de l'environnement à Madagascar et le sentiment de culpabilité que les colonialistes ont fait porter aux indigènes malgaches. Une conséquence pratique, c'est parce que ce livre dit qu'il n'y avait pas que des forêts à Madagascar, c'est qu'il faut protéger aussi aujourd'hui, hein, d'autres endroits qui sont aussi très riches en biodiversité pour compléter celles d'aujourd'hui, hein, qui sont surtout centrées autour des forêts. C'est très intéressant aussi. Ok. Super. Voilà, les trois. Merci beaucoup. Et puis tu nous fais remonter dans le temps et re-réfléchir. Effectivement, j'ai pris note des ouvrages et je les mettrai dans les notes du podcast pour que chacun puisse aller se les approprier et aller les lire. Moi, en tout cas, c'est ce que je vais faire. Ensuite, il y a une autre question rituelle, James, qu'on aime bien, c'est maintenant que toi, tu auras été un invité chez Diapason sur le podcast, qui d'autre tu nous inviterais à solliciter? Que ce soit au singulier ou au pluriel, hein, comme tu veux. Est-ce qu'il y a une personne ou plusieurs personnes que tu nous conseillerais d'inviter ici? Très bien. Je ne vis pas à Madagascar, mais je suis en relation avec des personnes remarquables. Hein. Parmi elles, j'en recommande trois, discrètes et modestes, mais qui apportent tellement de valeurs ajoutées économiques, environnementales et surtout des valeurs morales à Madagascar. La première est Nani Ratifankeman, directrice de WWF Madagascar, la branche malgache d'ONG internationale de conservation WWF, Oui. une personne remarquable par ses connaissances des problématiques de l'environnement à Madagascar et par ses convictions et engagements sur les actions prioritaires pour sa protection. Hmm. Le deuxième, c'est Serge Radzobel, qui se présente modestement entrepreneur social, président du conseil d'administration de Saanal, qui a créé ce modèle unique, probablement au monde, qu'est sa compagnie, D'accord. travaillant avec une intelligence émotionnelle remarquable avec ses actionnaires, fournisseurs, petits paysans et pêcheurs, tout en gardant à l'esprit qu'il est chef d'entreprise qui doit rester innovateur pour vivre et survivre. Oui. La troisième est Tine Ndiemana, directrice exécutive de l'ONG malgache de conservation Fanambi, D'accord. créée aussi d'ailleurs par Serge Radobel, la D'accord. seule organisation gestionnaire de grandes aires protégées qui ne soit pas la branche malgache d'une ONG internationale de conservation. D'accord. Tine est une femme remarquable pour son engagement à travailler sur le terrain pour la protection de l'environnement ainsi que pour les populations qui vivent en dedans ou autour des aires protégées. Donc, je pourrais te communiquer leurs coordonnées si, voilà. Bon, en tout cas, avec plaisir et merci beaucoup pour ces recommandations. Comme tu le sais, nous aussi, côté Diapason, pour le moment, sommes plutôt essentiellement en Europe.
Et donc, c'est aussi ces profils intervenant concrètement à Madagascar, comme ceux que tu as cités là, qui sont pour nous pertinents au niveau de la réflexion menée dans le think tank. Alors, le podcast touche bientôt à sa fin. Le temps passe très, très vite et ça a été très, très riche, James. Moi, là, il y avait encore des sujets sur lesquels je voulais rebondir, mais on aura peut-être l'occasion de faire d'autres épisodes. Quel serait Perdre ton nos mot auditeurs, c'est exactement, quel serait ton mot de la fin? Qu'est-ce que tu souhaites peut-être là partager pour continuer à nourrir le débat? voilà. Je partage par cette interview mon expérience de personne ayant à la base une identité malgache pour laquelle je ne me posais pas de questions avant de changer de location. Cette expérience pourrait parler à des malgaches aujourd'hui intéressés par migrer vers un pays dit de culture occidentale. Tu l'as mentionné au tout début de nos discussions. Mais elle parlera peut-être moins à un public déjà installé dans de tels publics et qui serait plutôt à la recherche de l'identité malgache qu'il a du mal à capter. Hmm. Mais néanmoins, hein, en final, quel que soit le cas, le plus difficile, c'est de concilier l'identité qui mettrait à l'aise sa propre personne avec les contraintes qu'impose la vie quotidienne et les ambitions personnelles. C'est très important. Enfin, pour la situation préoccupante de Madagascar aujourd'hui, bon, agir concrètement sur trois situations. La situation budgétaire. Hein, la priorité doit être la transparence totale avec l'ouverture à toutes les parties prenantes des livres, des dépenses et recettes de l'État et des explications régulières simples au public. Il n'y a plus d'argent à Madagascar. Faut pas se faire d'illusions. Sans cette transparence que je viens de citer, point d'argent à la hauteur des défis. Première chose. Deuxièmement, la situation sociale. Il faut procurer en urgence une vie décente à tous les Malgaches. On est tellement descendu si bas que quel que soit le coût budgétaire, il faut le faire. Mais les dépenses y afférentes doivent être sous un contrôle indépendant et de celui des donateurs étrangers, parce que l'argent viendra de l'étranger. Ensuite, il faut assurer en urgence une baisse significative de l'insécurité et la restauration du civisme. Pour cela, il faut définir les rôles et prérogatives des forces de l'ordre et les chapeauter par des commissions indépendantes. L'autre jour, il y avait un intervenant qui a dit en Afrique du Sud, beaucoup de choses sont sous le contrôle de commissions indépendantes. Il le faut pour les forces de l'ordre à Madagascar, hein, sans interférence politique. Hein. Puis, alourdir significativement, et là-dessus, je n'ai pas d'état d'âme, sur les peines pour actes de violence en quoi que ce soit. Et prioriser la généralisation des sensibilisations civiques en continu de toute la population. Enfin, la situation économique, la priorité est de faire revenir la confiance du secteur privé en cessant le harcèlement administratif et traiter tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est incroyable ce qui s'y passe. L'autre priorité, c'est de solutionner la mauvaise allocation du budget de l'État, du tout petit qui reste là, dans les entreprises publiques et des investissements publics, en travaillant sans tabou sur des solutions de privatisation ou de partenariat public-privé propres et professionnellement gérés. Voilà, voilà tout ce que j'avais à dire et j'étais vraiment ravi de pouvoir les partager. Merci beaucoup, James. En tout cas, je trouve que tu réussis vraiment à donner cette synergie entre l'individu et ce que lui doit trouver en termes d'identité. Et ensuite, quelle pourrait être sa participation pour le collectif et notamment effectivement pour Madagascar. Donc, un grand merci à toi. Je t'en prie. Merci beaucoup et merci pour les auditeurs qui, j'espère, auront été patients sur cette diversité de sujets qu'on a abordés. Mais moi, je suis passionné et moi, j'aime bien ce genre de discussion pour partager, hein, pour échanger. Et Voilà. et nous, on aime bien les passionnés. Voilà. OK. Très bien.